Alors maintenant, nous allons renouer avec la thématique de la communication. Vous avez été nombreux à rejoindre ces séquences précédemment, mais maintenant, la communication dans le contexte des soins de santé. L'IA pour des soins personnalisés notamment, et la communication médecin-patient, comment cet échange peut-il être amélioré avec de l'IA? Alors, nous sommes rejoints par une New-Yorkaise qui propose beaucoup de travail pour nous. Elle est impliquée dans l'économie comportementale. Elle est à l'Université de Columbia. Matesh Patel, c'est notre deuxième orateur. C'est un médecin, scientifique comportementaliste, responsable de la transformation chez Ascension, une société dans la sphère de la santé. Elle est professeur également à l'Université de Pennsylvanie, où il dirige un master en des soins de santé transformateurs. Et c'est un expert pour l'exploitation des nudges et les systèmes fondés sur le nudge. Et il utilise la technologie mise à l'échelle pour améliorer la fourniture de soins de santé. Merci de nous avoir rejoints de la façade orientale des États-Unis. J'espère que vous allez nous retrouver et que la connexion marche. Oh, est-ce que nous avons Susanna? Ah, bah voilà, la voilà, bonjour. Je sais qu'il est tôt. Merci de nous avoir rejoints. Bah, je suis ravi d'être là. Ma tâche, ravi de vous voir aussi. C'est la 3e édition de la manifestation qui a doublé de taille. Alors tout d'abord, pour ceux d'entre vous qui sont peu familiers avec votre travail de nudge dans le domaine de la science comportementale, alors dites-nous, comment est-ce que vous pouvez nous éclairer sur notre démarche? Nous avons commencé en 2016, nous avons mené des expériences auparavant. À l'époque, bon, j'y étais pendant 5 ans, nous avons balayé une centaine d'inventions pour agir sur le comportement des médecins et des patients. Ce qui est ressorti, c'est les nudges pour stimuler une prescription de médicaments génériques. Les produits de marque sont plus chers. Et voilà, nous avons souhaité une prescription de produits génériques. Alors, quand nous avons regardé le bilan de prescription, ils absorbent des informations, mais la prescription de générique, c'était une démarche où le physicien, enfin le médecin devait agir rapidement. Alors, nous avons mené des expériences pour trouver une trajectoire par défaut était porteuse. Nous avons travaillé avec le système de santé qui a appliqué ça, quel que soit le médicament, quel que soit le domaine de santé, et ce, en une seule journée. Et donc, les génériques ont été prescrits à 90 pour ensuite rejoindre 70%, et ce pendant 2 ans. Les médecins ont avoué que le changement avait échappé à leur attention. Alors, si vous prenez les 100 premiers médicaments sur 2 années, ils ont économisé jusqu'à 200 millions de dollars. Et donc, voilà, on peut accélérer cette démarche. Nous voulions aller vite entre l'identification du problème jusqu'à la mise en œuvre, quelques mois seulement. Un autre exemple,
un nudge pour les patients. On s'est impliqué dans un modèle de suivi et nous avons travaillé sur les encouragements financiers et comment est-ce qu'il y a un encouragement social, un collègue, un ami. Et on a découvert que si on changeait le game, le jeu, là vous allez être récompensé en fonction de votre comportement. Si on pouvait mettre à l'épreuve certaines variations, l'interprète s'excuse, mais il y a beaucoup d'interférences sur le plateau. Et bon, ils n'ont jamais fait de tests cliniques. Nous avons travaillé avec eux et les familles entières étaient impliquées. Mais on pouvait comparer à d'autres familles qui n'avaient pas la même identification jeu. Et parce qu'on avait cette histoire d'identification à travers le jeu, la famille était plus soudée et entamait un travail collaboratif plus marqué. Alors, je vais centrer nos échanges sur l'IA, vu la thématique retenue pour la conférence. Parlons de l'information que les patients peuvent recevoir. Un médecin ou une entité de soins de santé nous communique avec nous et c'est parfois difficile de comprendre. Et donc, je sais que vous avez travaillé là-desus. L'IA, comment peut-elle améliorer la lisibilité des informations qui sont transmises aux patients? Effectivement, dans ce système, il y a beaucoup d'informations difficiles à comprendre. Il existe 3 problèmes principaux qui pourraient être utiles. Il y a trop d'informations. Ça déborde. Difficile d'y naviguer. Ensuite, il y a beaucoup de jargon. Parfois, le langage est trop clinique, trop scientifique, difficile à comprendre pour quelqu'un. Puis ensuite, l'opportunité des informations. Parfois, des clients ou des patients ont des questions le matin et il faut qu'ils attendent que le médecin réponde. Voilà, volume, clarté, opportunité. Quelques exemples. Si vous consultez votre généraliste, vous avez mal au dos et vous voulez consulter le médecin. Le médecin a 2, 3 choses qu'il souhaite évoquer. Vaccin, je ne sais pas, prise de tension. Mais après une consultation de 5 à 10 minutes, vous avez parlé 8 choses. Et la suite sera dictée par ça. Et donc, vous quittez la consultation avec un résumé imprimé ou même pas. On vous dit, connectez-vous, vous allez voir la note clinique qui a été saisie, vous pouvez voir la synthèse de la consulte. Donc, si vous pouvez prendre cette information, la synthèse et tout, si on pouvait juste remplacer ça par des instructions très simples, faciles à comprendre, décharger le patient pour comprendre ce qui se passe, pour qu'il puisse avoir en main quelque chose qui est compréhensible. Autre exemple, à l'hôpital, vous êtes là peut-être parfois pendant des jours ou des semaines et des centaines de choses interviennent par jour. C'est difficile vraiment de suivre tout cela. Et parfois, l'hôpital est loin du lieu de travail de votre généraliste. Vous quittez l'hôpital et il y a une documentation. Et ensuite, vous allez voir le généraliste qui n'a pas accès à cette archive. Donc, vous êtes 2 à essayer de gérer le côté administratif. Et là, l'information pourrait être moins difficile à manipuler. Et puis, réduire
réduire la nomenclature médicale. Et puis ensuite, le soin entre les deux. Je ne sais pas, vous avez consulté, revenez dans 6 mois, dit-il, et quelque chose intervient entre les deux. Mais il faut avoir quelque chose pour traiter cette question, mais votre rendez-vous est prévu d'ici 6 mois. Et on peut recevoir un SMS qui vous est adressé, qui peut vous mobiliser un rendez-vous ou pour vous orienter pour votre vaccin, si je puis dire, même si votre consultation stricto sensu est 6 mois plus tard. Bon, vous avez parlé donc de l'IA et vous avez le primat de votre travail porte sur la personnalisation. Et voilà, donc quand vous nous avez rejoint voici 2 ans, vous avez parlé de phénotype, d'un phénotype, mettre en correspondance la bonne information avec la bonne personne. Oui, c'est ça, c'est un grand défi dans ce domaine. Alors, nous avons fait beaucoup de tests sur trentaines de personnes de faire des nudges pour inciter quelqu'un à faire un dépistage, mais vous allez choisir la meilleure voie informationnelle pour l'adresser à tous les patients, quel que soit leur profil. Mais chaque patient a son vécu personnel et des motivations différentes. Les interventions dès lors communicatives doivent différer parce que chaque patient est différent. Il y a quelques années, on a mené des recherches sur parler des phénotypes. Alors, il y a des marqueurs, l'âge, démographique, ethnique, groupe ethnique, genre, mais ça ne prend pas en compte les traits de la personnalité, les préférences de la personne. Donc, nous avons mené une évaluation robuste dans des villes variées en passant par ces phénotypes. Avant le test, quels étaient ces phénotypes? Par exemple, on a fait un step-up trial. On a noué un partenariat avec des consultants. Ils voulaient voir s'ils pouvaient stimuler l'activité de leurs employés. Alors, nous avons trouvé une population de tests. On a utilisé des jeux, des points de récompense, mais il y avait un sous-jacent mobilisateur différent. Il y avait un tableau, par exemple, pour un jeu. Ça, c'est une chose. Une autre chose, une autre voie, c'était est-ce que vous travaillez avec des gens dans une ambiance très concurrentielle ou est-ce que vous êtes dans un milieu professionnel où c'est plutôt amical? Et après ces tests de 6 mois et 3 mois de suivi, on a découvert que la concurrence, c'est le mieux. Chaque intervention s'inscrivait dans une période de 6 mois, mais on voyait bien que la concurrence, c'était le meilleur climat. De jeunes consultants, peut-être, qui voyagent. C'est peut-être que ça fait sens, pour ce genre de profil, la concurrence. Et donc appliquer la concurrence pour l'ensemble de la force de travail. Mais avant de mener ces tests, on a mené une évaluation de personnalité, des questions sur leur appétence au risque, d'autres questions aussi, au-delà de la seule démographie. On a découvert qu'il y avait 3 phénotypes. Un groupe qui était très extraverti, motivé. Et la concurrence était mieux pour elle, cette population-là. Un tiers de la population, d'ailleurs. Un autre groupe était moins actif et moins sociable, moins socialisé. C'était ça, ils étaient moins actifs et peu enclins de tendre la main aux autres pour solliciter un concours. Mais ce qui leur faisait défaut, c'était une incitation sociale. Donc, il faut qu'ils échangent les uns avec les autres.
et il faut qu'ils choisissent leur intervention parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont pris l'initiative. Je vais faire ça. Et donc, il ne faut pas avoir une concurrence, un climat de concurrence avec ça. Puis après, le troisième groupe, 20% de la population, moins motivés, beaucoup moins motivés, mais ils avaient un profil vulnérable. Ils étaient souvent sur les routes, ils avaient des pathologies et rien ne marchait avec ce groupe. Les soutenir, un climat de concurrence, ça marchait pas. Hein. Il faut un coach médical, assistant social, visite médicale. Et alors, il est ressorti clairement. Maintenant que nous avons cette démarche, on peut essayer de l'utiliser pour mobiliser les patients et les clients. Mais il faut tailler sur mesure ces interventions pour resserrer la démarche sur le profil ciblé. Puis ensuite, le flux de travail clinique. Ici, c'est les fournisseurs de soins de santé. Alors dites-nous, l'IA, comment peut-elle améliorer le vécu professionnel des médecins qui doivent satisfaire les désirs des clients, mais évoluant dans un univers à forte pression? Oui, ça revient de façon récurrente. Burn-out parmi les médecins. Aux États-Unis et ailleurs, ça n'a jamais été aussi élevé, surtout pendant le Covid. Mais ce qui est surprenant, et on peut le comprendre pendant le Covid, on peut comprendre pourquoi les médecins connaissaient du burn-out, parce qu'ils étaient hyper sollicités, mais cela n'a pas relâché cette pression depuis le Covid. Les niveaux sont encore vertigineux, hein, et c'est surprenant pour les gens. Alors, mais vous pouvez discuter avec un médecin, il suffit de le faire, et vous allez comprendre. Ils écrivent beaucoup de notes, ils font beaucoup de tâches administratives, ils documentent des choses, ils valident des papiers prudentiels, et puis ensuite, ils rentrent à la maison et ils reçoivent des milliers de messages de leurs patients. Des médecins font du rattrapage à la fin de leur journée de travail, alors qu'ils sont chez eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réduit le fardeau administratif qui pèse sur le médecin pour qu'il soit libéré suffisamment pour un échange de qualité avec les patients et des soins de santé, évidemment, qui leur sont destinés. Alors, un patient va voir un médecin, mais le médecin est peut-être devant un ordinateur. Et il y a un dispositif de l'IA qui écoute la conversation et donc saisit une trace de l'entretien, et le médecin peut se consacrer à d'autres choses sans consigner avec un travail de bénédictin la trace de l'entretien. C'est utile pour le médecin, comme ça il ne travaille pas tout le temps. Et un médecin, il doit absorber beaucoup d'informations. Un patient se présente et maintenant, je ne sais pas, ils ont des douleurs à la poitrine, ils ont des palpitations, ils sont renvoyés à un spécialiste. Mais pour renvoyer ce spécialiste, le généraliste doit comprendre le profil du patient. Alors, le médecin, il peut passer voir les notes consignées par d'autres confrères, par le laboratoire, pour comprendre ce qui se passe, croiser des informations. Mais on peut avoir une synthèse de rédiger. C'est un patient de 62 ans, très actif, mais récemment, il a des douleurs à la poitrine et donc il est là pour un contrôle. Ça peut être généré très rapidement comme trace administrative. Le généraliste doit donner un relief à certains éléments, mais ce serait plus facile. Un autre exemple, mais les médecins, je ne sais pas, vous avez un patient qui doit connaître un dépistage de cancer. Et donc, il faut savoir s'il y a des antécédents
de cancer. Parfois, les patients ne le savent pas. Et si c'est vrai qu'ils ont eu un problème de cancer ou dans leur famille, le médecin doit faire sa recherche. Mais pourquoi ne pas utiliser ChatGPT? Est-ce que ce monsieur a connu, de par son passé, un problème avec le cancer ou dans sa famille? Et ChatGPT pourrait améliorer l'échange avec le client pour dire, bon, maintenant je constate que ça fait 3 ans que vous n'avez pas eu de démarche de pistage, faites-le maintenant. Bon, des exemples très précieux, on va d'autres, mais ce qui était très important, c'est la question de la sécurité. Quels garde-fous sont essentiels à la protection à la fois des patients et les médecins, s'agissant de l'IA? Alors, évidemment, il y a des vies en jeu dans ce domaine. Avec ces outils, leur adoption peut être très féconde. Il y a des tâches administratives qui peuvent être automatisées. Numériser des documents, par exemple. L'IA peut faire ça très rapidement. Mais quand il s'agit de prendre des décisions cliniques à un stade précoce de ce point de bascule technique, il faut quand même passer par l'humain. Alors, quelques exemples. Beaucoup d'intérêt autour des messages envoyés à un médecin. Il y a un portail, une messagerie sécurisée. Le patient dit au médecin, je ne sais pas, est-ce que je dois vous consulter ou est-ce que je peux aller en pharmacie? Le médecin doit répondre rapidement et ça tombe en dehors de leurs horaires de travail, typiquement, ce type de message. Alors récemment, on a regardé ceci. On peut voir la question posée avec les antécédents, parce que si le patient dit « Ah ben, j'ai un mal de tête », c'est différent si quelqu'un a une série de migraines ou quelqu'un pour qui c'est la première fois qu'un mal de tête apparaît. Et donc, ce contexte compte et l'IA peut utiliser ces archives médicales pour ensuite les transmettre aux médecins. Et puis, le médecin peut revoir ce qui a été généré par l'IA et puis renvoyer un message ciblé. Alors, on peut sécuriser encore plus cette démarche. Les médecins doivent évaluer les messages. Le message doit forcément passer par l'œil du médecin. Il ne peut pas y avoir un envoi automatique, machine-patient. On peut avoir, je ne sais pas, une limitation du temps, ou former les médecins pour s'assurer qu'il y a l'intervention de sa main humaine. Et puis, il faut avoir davantage de transparence pour que le patient sache quand l'IA intervient, pour renforcer la confiance. Il faut s'assurer que tout soit sûr, mais il faut renforcer la confiance. Alors, j'ai vu que pour ce type de système, qu'un papier généré issu de ce système, c'est écrit, ce document a été généré par l'intelligence artificielle, mais a été examiné par un médecin. Donc, ça montre voilà, ce qu'il donnait, c'est transparent. Et puis, j'en reviens à un point précédent, les médecins ne sont pas formés à faire un grand nombre de choses que la technologie fait. Pendant le COVID, les médecins ont fait de la télémédecine. Il n'y avait pas vraiment de formation pour les médecins pour opérer cette transition. Il y a eu des... on n'a pas il n'y avait pas de recul sur ce qui est approprié, en quoi plutôt la télémédecine est adaptée, mais ça évolue très rapidement. Le COVID a accéléré la télémédecine, mais ça existe depuis longtemps et utilisé de plus en plus. Mais les médecins n'ont jamais été formés à cela. Il a pris
Il a fallu du temps, mais l'IA, pour cette formation, mais l'IA aussi est un effet d'accélération. Merci. Alors, c'est un créneau qui évolue rapidement, vous l'avez dit. Alors, l'IA, où est-ce qu'il va nous amener pour ce qui est de la communication patient-médecin, à court terme et à long terme? Bonne question. À court terme, dans un premier temps, il y a des opportunités. Nous en avons parlé. Alors, on peut améliorer cette communication en réduisant la quantité d'informations, en rendant lisible l'information pour que l'IA soit un copilote des médecins, pour que ceux-ci puissent comprendre ce qu'il faut faire et que le patient puisse accéder aux informations idoines. Les médecins ne doivent pas passer par un océan d'informations pour en arriver à l'information qui importe. C'est déjà, on en a déjà pris acte. Il y a l'IA, des messages qui sont rédigés par l'IA. Il y a un flux de travail qui s'articule autour de la transmission d'informations. Il faut un peu de tests pour que ça fonctionne, mais les conséquences sont positives. On le constate déjà. À long terme, il y a des opportunités. L'automatisation de ce qui est bas risque. Comment faciliter les prises de décision, orienter les patients là où les enjeux sont faibles. Il faut toujours quand même une intervention humaine, mais cela nécessitera beaucoup de tests avec soin, des garde-fous, s'assurer qu'on sache quand ça marche ou quand ça ne marche pas. Dans les domaines de soins, c'est plus long que dans d'autres filières, mais cela peut aller plus vite parce que les technologies vont vite. Donc, il faut vraiment être cadencé au temps. Alors, si vous regardez les messages envoyés aux médecins, certains, c'est sur une prescription, ou renouvellement de prescription. Peut-être, je ne sais pas, une rougeur, une toux. Alors, très rapidement, on peut se dire, bah, voilà, ça a évolué, faites ça, et puis revenez me voir dans 2 jours. Ou alors, et c'est un petit peu plus lourd, donc je veux comprendre ce qui se passe sur le plan de la santé. Qu'est-ce qu'il y a? Juste un pépin de santé et quelque chose qui est plus lourd. Et il peut y avoir des questions pour trier les patients. Parfois, les patients se voient dire, bah voilà, venez nous voir en physique. Mais quelqu'un qui a de la fièvre et qui a des antécédents qui pourraient le rendre plus vulnérable, bah voilà, venez me voir tout de suite. En urgence, il y a un patient qui a, je sais pas, une petite grippe, quelques conseils, et puis on leur envoie un avis pour qu'ils puissent venir nous voir. Ça pourrait, mis à l'échelle, ça pourrait toucher davantage de patients et permettre à ce que ceux-ci reçoivent des soins plus rapidement. Bien, donc on reviendra à ce sujet. La dernière fois que vous avez participé, vous avez indiqué à quel point vous étiez enthousiaste à propos de l'IA dans la santé. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu de grands progrès? C'est une bonne question. La question des sciences comportementales et non pas de l'IA dans la santé nous préoccupe depuis quelque temps. Il y a un symposium sur le sujet la semaine prochaine. Il y aura des responsables de systèmes de santé et d'outils de santé pour parler de bonnes pratiques. C'est une tendance qui s'est largement développée et je pense que ça va continuer. On a de plus en plus d'exemples aujourd'hui à plus grande échelle, notamment des choses qui se sont passées pendant la période Covid, sur la recherche dans le cancer aussi. Ce qui m'intéresse également, c'est comment ça se passe dans les systèmes de santé, mais aussi au niveau des assurances de santé, au niveau gouvernemental. On voit un certain nombre de choses, d'évolutions. Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Les opportunités sont là.
Parfois, elles sont ponctuelles, sur des sujets ponctuels, des choses toutes simples, sur les prises de rendez-vous, un texto qui va vous rappeler, puisque vous avez un rendez-vous, vous pourriez en profiter pour faire autre chose, un rappel de vaccination, par exemple. Donc, de plus en plus, il faut intégrer ce genre de choses dans les systèmes de santé de manière très large. Les opportunités sont là pour avoir ces approches un peu plus globales des patients, finalement. Je sais que John List était avec vous tout à l'heure avec son concept de voltage effect. On a vu que ce que vous avez en laboratoire n'est pas forcément ce que vous retrouvez dans la vraie vie. Voilà, là, dans le système de santé, on a vraiment l'occasion d'aller chercher à tester des choses dans la vraie vie, en grandeur réelle. Et très rapidement, voilà, on y arrive, et voilà, mais il reste encore beaucoup à faire. Bon, écoutez, le temps est passé vite, on arrive déjà au bout de cette session. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous souhaitez, quels seraient vos conseils pour quelqu'un qui souhaite aller plus loin, qui travaille dans le domaine de la santé? Comment peut-on s'y mettre concrètement? D'abord, vous n'êtes pas les seuls. Je crois que les gens ont bien compris aujourd'hui que l'IA peut jouer un rôle. D'ailleurs, on le voit même dans nos vies privées. Vous avez une question, vous travaillez sur un sujet qui vous préoccupe, vous allez dans ChatGPT, vous tapez et vous avez accès à énormément d'informations. Donc c'est vrai que l'IA est là. Il y a des gens qui ont envie de s'y mettre, d'autres qui aimeraient bien s'y mettre mais qui ne savent pas par où commencer. Le conseil que je pourrais leur donner, c'est d'y aller, c'est de bien réfléchir d'abord à comment vous allez concevoir votre programme. N'hésitez pas à commencer à petite échelle avant de passer à une échelle plus importante. Utilisez bien les outils qui existent et surtout pensez à l'impact, parce que c'est l'impact final qui conditionnera le succès, la réussite de votre initiative. Voilà. Ne commencez pas trop grand, parce que si vous commencez grand d'emblée, vous risquez de ne pas pouvoir contrôler les conséquences. Commencez à une petite échelle, vérifiez bien les résultats et essayez d'apprendre vite pour pouvoir ensuite passer à l'échelle. Formidable, merci. Dr Patel, on a quelques questions qui nous sont posées ici. Vous ne les voyez pas, c'est moi qui vais vous les soumettre. Les erreurs de diagnostic viennent souvent de biais cognitifs. Est-ce que vous pensez que l'IA peut répondre à cette problématique tout en préservant la protection des données? Je crois que la protection des données, c'est essentiel, surtout dans le domaine de la santé. Il faut faire preuve de transparence, évidemment, dans un environnement sécurisé. Voilà. On ne prend pas des données de santé qu'on balance dans ChatGPT. Il faut protéger la donnée avec un cloud, par exemple. Je vais vous donner un exemple pour éviter ces biais cognitifs. C'est un exemple que j'ai déjà donné dans un blog. Audience may have after reading your blog post that you didn't address in the question. And then go ahead and answer those questions. And what it really gives you is like 3 things that you didn't think about. You know, you spent weeks writing this post, you didn't think about it. So think about if there was a secure way within the electronic health record for a clinician to do this with their notes. They just spent 10 or 15 minutes with a patient. They listed all the key diagnoses. Un système. The EHR has access to everything else.
qui pourrait vous permettre de lister les priorités pour un patient, par exemple. Un peu comme un diagnostic, en fait. Et ça pourrait vous donner des suggestions très intéressantes, choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc voilà l'examen que vous pourriez faire, par exemple, un examen de santé parmi d'autres qui vous serait soumis. Je crois que ça existe déjà, en fait, pour aider les cliniciens à s'assurer qu'ils ne sont pas passés à côté de telle ou telle information. Nous avons une autre question. Est-ce que les médecins sont ouverts? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce qu'ils ne se sentent pas attaqués ou challengés lorsque vous les abordez avec ce type de choses, avec des nudges? Alors, ça, c'est une bonne question. On travaille avec des cliniciens qui sont experts depuis des décennies. Aller chez eux en leur disant « Hey les gars, on a trouvé un truc qui va vous aider », évidemment, ça peut faire tâche. Plutôt que d'aller voir les gens et en leur disant « Voilà ce qu'on va faire pour vous », on essaye de faire de sorte à ce que la question vienne d'eux, que la demande vienne d'eux. C'est-à-dire qu'on les fait réfléchir, on leur fait générer la question, et une fois que la question vient d'eux, évidemment, vous êtes beaucoup plus légitime. Après, vous travaillez pour essayer de trouver, en partenariat avec eux, une réponse qui va permettre de répondre à leurs questions. Voilà. Et là, lorsque évidemment, ça marchera beaucoup mieux parce que la demande vient d'eux. Donc, si vous avez réfléchi à travailler en partenariat avec des cliniciens, c'est une très bonne idée. L'idée venant d'eux facilitera les choses. Très bien, c'est un peu l'effet IKEA. Autre question. Le médecin ne doit pas non plus trop dépendre de l'IA. Est-ce que ça, c'est un risque? Oui, absolument. C'est toujours le risque avec la technologie. Les cliniciens sont déjà sous pression. Ils ont toujours un temps limité. Donc, ils utilisent beaucoup de checklists et je pense que les outils existants peuvent et doivent être améliorés en utilisant l'IA, mais attention, il faut le faire non pas simplement en automatisant, mais plutôt en augmentant. Si un patient vient vous voir pour un cancer du côlon ou pour une coloscopie, ce serait bien d'avoir son historique, par exemple, avec un lien. D'où vient l'information? Ça c'est très bien. Ça peut vous aider en tant que professionnel de santé. Bien. J'ai une question. On a eu beaucoup d'exemples qui montrent à quel point les outils ont été adaptés pour répondre aux besoins de médecins. Quel est le rôle, d'après vous, du médecin de demain? Est-ce que vous pensez que ça peut également changer la façon dont les médecins sont formés aujourd'hui? Il y a depuis toujours une pénurie de professionnels de santé, soignants, médecins et j'en passe. Donc je pense que là, grâce à cette technologie, on va pouvoir soigner plus de patients et mieux les soigner, ça c'est une certitude. Les universités, les écoles de commerce ont bien compris que les élèves utilisent ChatGPT, c'est la même chose pour les médecins. Les médecins, il va falloir les former pour qu'ils sachent utiliser ces outils le jour où ils seront professionnels.
Ce que nous avons appris avec la pandémie, avec la télémédecine, c'est qu'il faut aussi mieux penser pour les patients. Comment est-ce que les patients apprennent-ils à se connecter? Et c'est la même chose avec l'IA. Il va falloir établir des ponts, des liens technologiques entre les patients et les professionnels de santé avec de la formation et de la sensibilisation de part et d'autre. Est-ce que je peux monopoliser le microphone? Question. Est-ce que vous faites de la segmentation pour cibler plus particulièrement certains professionnels de santé? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Oui, beaucoup d'exemples. Il y a de nombreux exemples sur les médecins. Plutôt que de fonctionner par défaut, on a fait des travaux notamment sur les prescriptions, les ordonnances, la façon de communiquer avec les patients. Il y a des études sur les vaccins, sur les messages derrière les vaccins, sur le dépistage de cancer. L'idée, c'est de proposer des plans extrêmement complets, pas simplement pour faire un vaccin contre la grippe, mais voilà, une approche globale qui regroupe toutes les informations, un véritable plan de soins qui va permettre de créer des discussions beaucoup plus informées pour le patient, pour qu'il soit informé avant de voir son médecin, peut-être entre des rendez-vous également. Et puis, l'IA aussi peut vous permettre de savoir comment vous réagissez. Avez-vous des questions? Si oui, est-ce que nous pouvons nous mettre en contact avec quelqu'un qui pourrait répondre à vos questions? Donc là aussi, il s'agit d'avoir des approches qui sont beaucoup plus personnalisées, avec des messages beaucoup plus personnalisés. Bien, je crois qu'on est pile poil à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt et un grand bonjour à l'équipe de New York, Suzanne. Merci.